Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystères en tout genre. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la célèbre Tatiana pour la partie 1 de cet épisode. Tatiana qui est de retour sur le podcast. Bonsoir Tatiana. Bonsoir, il est 13h40. Oui, mais on dit bonsoir. À tous. On dit bonsoir, c'est vrai. C'est comme ça. Pardon. Comment vas-tu ? Mais ça va très bien, et toi ? Bah ça va, écoute. Est-ce que tu peux te représenter pour les gens qui te connaissent pas, même si bon, la fame est là. La fame est clairement là, mais bon, alors pour les gens qui se vivent dans une grotte, je m'appelle Tatiana et je suis la réalisatrice du podcast La Société de Minuit, wow. dans lequel je vais interviewer des gens qui ont vécu des événements étranges, inexpliqués, paranormaux. Et voilà, donc ils me racontent leurs histoires et moi, j'en fais des podcasts avec de la musique, des effets spéciaux, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, je porte un t-shirt. C'est creepy. Wow. C'est creepy. Voilà, qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire parce que je suis également fan du podcast C'est Creepy. Je vous conseille d'aller en acheter un parce qu'ils sont vraiment très très confortables. Wow. C'est pas sponsorisé. Hein. Non, mais tu es notre l'égérie du merch. Parce qu'on dit pas la merch, c'est l'égérie du merch. Voici Tatiana. Voilà. Et d'ailleurs, avant de commencer, je tiens donc à préciser qu'on enregistre cet épisode en version vidéo également. Coucou. Oui. Donc, vous retrouverez la vidéo gratuitement pour tous sur Patreon. Et vous pouvez switcher maintenant. Voilà, Tatiana est vraiment magnifique, il faut pas rater ça. Et ce serait dommage. Ce serait dommage. On vous laisse le temps de switcher. Allez-y. 1, 2, 3. Tout. Voilà. Et voilà, donc c'est plus sympa. En plus, vous avez les images des affaires qu'on vous affichera. Voilà. Tout du long, et vous pouvez voir aussi les coulisses du podcast, donc c'est quand même un avantage non négligeable. C'est clair, les coulisses incroyables du podcast qui sont révélées, et vous allez pouvoir voir l'intérieur du salon là où de on Tatiana, enregistre. Qui est magnifique. Oui. J'adore, c'est waouh. Que j'ai rangé en 2 minutes chrono. Du coup, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Tatiana ? Alors, grosse affaire. Alors, je vais pas vous parler de paranormal aujourd'hui. Parce que en fait, je crois que je parle tellement de paranormal dans mon podcast que j'avais peut-être envie de changer un peu de sujet. Ouais. Mais je vais parler d'une secte. Donc, je sais pas trop si je peux en dire trop maintenant. Non, mais en gros, ça suffit, je pense. Voilà. Juste une secte, ça suffit. Juste une secte, ça suffit. C'est une histoire de secte. Voilà, c'est une histoire de secte. Et bien creepy. Ouais, et ça, c'est la première en fait sur le podcast, donc je suis trop contente parce que j'ai jamais osé en faire ou je sais pas. Comme je t'ai dit, je me suis jamais lancée sur une histoire de secte, donc c'est cool. J'ai trop hâte de l'entendre. Et j'ai vu quelques photos passer et il me semble que peut-être je sais qui c'est. Le gourou, là, je sais pas, en fait, parce qu'ils se ressemblent tous, tu sais, ils sont un peu tous une tête de... Mais c'est ce que j'étais en train de me dire. En fait, quand je faisais Hurluberlu, c'est ça le... Mais c'est clair, ils ont tous une barbe, déjà. Ouais, voilà. Une grande barbe. Donc oui, c'est un énième gourou de secte avec une grande barbe brune. C'est ça. Qui fait vraiment bader, mais c'est vrai que... En fait, elle est quand même assez connue, je crois, cette histoire. Okay. Moi, j'en avais personnellement jamais entendu parler. Mais franchement, elle est dingue. Franchement, quand j'ai fait les recherches, je me suis dit, mais waouh, c'est de plus en plus ouf. Tant que c'est creepy, c'est parfait. Très bien. Et c'est bien creepy. C'est bien creepy, ok. Bon. Tu veux commencer ? Ouais, quand tu veux. Tu me dis, je commence. Vas-y, let's go. Alors, petite musique creepy, c'est parti, let's go. Je l'ai bien fait ou pas ? Ouais, c'était magnifique. Alors, cet épisode, cette histoire, on va l'appeler la secte de Moïse. Donc déjà, peut-être qu'avec le nom, certains d'entre vous vont connaître. Ah, tu dis Denis Brognard. Non, ça me dit... non, mais ça me dit rien comme ça. Mais bon, tout de suite, la connotation, tu sais. Oui. Voilà. Eh oui. Alors, en octobre 1989, Roch Thériault, a.k.a. Moïse, comme il se faisait appeler, a été condamné à 12 ans de prison en Ontario, au Canada. Puis en 1993, il fut condamné à perpétuité et en février 2011, il a été retrouvé mort dans sa cellule, assassiné par un codétenu à l'âge de 63 ans.
Mais qui était Roch Thériault ? Et surtout, qu'avait-il pu bien faire de si grave ? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Et vous n'êtes pas prêts. Âme sensible, s'abstenir. Il n'y a plus d'âme sensible sur ce podcast, t'inquiète pas. Il n'y a plus d'âme sensible. Pour ceux qui écouteraient pour la première fois, c'est creepy. Je vous préviens, c'est vraiment creepy. Enfin, il y a des détails fort détaillés. Oui, c'est ça. Les détails sont détaillés. Donc, en gros, faites juste sortir vos gosses de la pièce, quoi, c'est tout. Mais je pense que vous, ça ira. Oui. Bah, si vous avez cliqué sur un podcast qui s'appelle C'est creepy, vous attendez pas forcément à écouter du Disney, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Roch Thériault est né en 1947 à Saguenay, au Québec, d'un rapport incestueux non consenti entre sa mère et son grand-père alcoolique. Il est pointé du doigt par sa famille qui lui fera toute sa vie rappeler que sa naissance est une honte et qu'il n'aurait jamais dû venir au monde. Son enfance est marquée par la violence et la maltraitance, surtout de la part de son beau-père, un homme qui le déteste, l'insulte et le frappe fréquemment. Sa mère n'osant pas intervenir, le garçon se retrouve malheureusement isolé au sein de sa propre famille. À l'âge de 14 ans, alors qu'il a des notes brillantes à l'école, il décide de s'enfuir et de tout arrêter. Donc ça commence pas très bien pour lui. Hein. Ouais, c'était la phrase la plus chargée de l'histoire. Chargé à tous les sens du terme. Il passera plusieurs années à mendier, à dormir dans des refuges et à vivre de petits boulots, jusqu'à ce qu'il rencontre en 1972 un pasteur adventiste. Alors, l'adventisme, c'est un mouvement chrétien protestant lancé au 19e siècle dans le contexte du second grand éveil aux États-Unis, The Second Great Awakening, qui est le nom donné à une vague d'éveil protestante. Et en fait, cette rencontre, elle va bouleverser sa vie. Il va se mettre à lire la Bible plusieurs fois et à s'intéresser principalement à l'Ancien Testament, ce qui va le persuader que la fin du monde approche. Il décide alors de s'engager dans l'église adventiste du 7e jour, qu'on peut appeler aussi juste l'église adventiste. Du dimanche. Du dimanche, exactement. En fait, non, c'est plutôt le samedi, parce qu'en fait, je crois que dans cette religion, c'est le samedi, c'est sabbat. Ah, parce que la semaine commence le lundi, peut-être. C'est ça. Non, le dimanche. Le dimanche, pardon. Voilà, c'est ça. J'ai jamais compris ça, mais ouais. Oui, okay. Moi non plus, mais d'après mes recherches, là, dans cette religion, c'est le samedi. Ok, bon. Voilà. Et donc, dans cette religion, évidemment, l'alcool est interdit, la cigarette est interdite, mais aussi le café et toutes les choses, en fait, qui peuvent être... excitantes. Toxiques pour le corps. Oh, d'accord, carrément. D'après eux, en fait. Ok. D'après eux. Le but étant d'être le plus sain possible, en fait, d'avoir un corps sain. Et donc, en fait, ça va vachement plaire à Roch Thériault et il va rejoindre cette église à 20 ans. Donc, à ce moment-là, il a 20 ans. L'histoire commence à son 30e anniversaire. Donc, Roch Thériault est devenu un homme charismatique, très grand, avec une longue barbe brune, apprécié de tous. Et il va commencer à organiser des conférences un peu dans lesquelles il offre des techniques, en fait, aux gens pour arrêter de fumer. Toujours dans cette idée d'être sain, etc. Ok. Et avec son pouvoir de persuasion, apparemment, il pouvait réussir à persuader les gens d'arrêter la cigarette en seulement 5 jours. Waouh. Et donc, une communauté de gens va se former autour de lui, attirés par ses résultats et aussi par son discours qui s'appuie sur la Bible et sur un enseignement pour une vie plus saine, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer une femme nommée Gabrielle Lavallée. Gabrielle Lavallée, elle n'a pas eu une enfance plus joyeuse que Roch Thériault. Elle est née le 30 décembre 1949 à Chicoutimi, au Québec. Et dans une famille très nombreuse et très pauvre, ils étaient 12 enfants. Et elle a connu une enfance traumatisante car elle a subi une agression sexuelle, en fait, qui l'a handicapée tout au long de sa vie d'adulte. Et quand elle va grandir, du coup, elle va garder un immense manque de confiance en elle, mais elle réussira malgré tout, en travaillant bien à l'école, etc., à obtenir des diplômes pour devenir infirmière. Ok.
Quand elle quitte la maison familiale, c'est donc une jeune adulte en plein questionnement, qui cherche des réponses, qui veut trouver son potentiel, etc. Et elle va donc vraiment faire un tour du monde un peu toute seule, où elle va rencontrer plein d'hommes différents. Apparemment, c'était une grande séductrice. Enfin, elle avait envie en tout cas de faire plein d'expériences. Okay. Et elle ira même jusqu'à travailler dans des cabarets pour faire effeuilleuse. Donc c'est pas vraiment stripteaseuse, effeuilleuse, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ben si, c'est quand t'as un tas de feuilles mortes sur toi et puis Les explications de Bali. Bonjour. ou quand t'arrives avec la souffleuse, tu sais. C'est exactement ça. C'est les mecs qui enlèvent les feuilles dans le parc à côté de chez toi. Bah, elle a fait ça. Ok, Non, pas mais du au tout. cabaret. Ok, ouais. Et au cabaret. Non, mais en fait, c'est comme du striptease, mais c'est beaucoup plus glamour, pin-up. Tu sais, c'est les filles qui ont des sortes de ventilateurs, n'importe quoi. De plumeaux, non. Oui, ça. D'éventail. D'éventails de plumeaux, c'est de pire en pire. Donc, c'est des gens qui ont des sortes de grands éventails à plumes. Des pin-up, en fait. Bon, voilà. Vous irez vérifier par vous-même. En fait, voilà, c'est Dita Von Teese, si vous connaissez. Oui, voilà. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Oui. Bah, elle faisait ça. Et en fait, elle n'arrivait pas à exercer son métier d'infirmière parce que je crois qu'elle avait été un peu... Elle n'avait pas confiance en elle, en fait. Je crois qu'elle cherchait un peu la validation dans le regard des hommes, d'après ce que j'ai compris. Et donc, en fait, pendant sa quête vers sa vérité intérieure, ça va la mener en 1977, à 27 ans, jusqu'à Keswick, en Ontario, où se déroule une session d'été sur la croissance personnelle donnée par l'Église des Adventistes du 7e jour. Quand Gabrielle rencontre Rock Terrio, elle tombe immédiatement folle amoureuse de lui, de son charisme, sa gentillesse, etc. Et elle décide de rejoindre l'Église pour ne plus jamais le quitter. En fait, elle est persuadée d'avoir trouvé un sens à sa vie auprès de lui et elle le considère vraiment comme son guide spirituel immédiatement. Sur le papier, un groupe de personnes qui traversent le pays pour donner des conférences anti-tabac et de développement personnel gratuitement, c'est perçu comme quelque chose de très positif et de plus en plus de gens vont se joindre à eux. Ça va aller très vite en fait, le groupe il va vraiment grossir rapidement. Et parmi ces gens, on trouve même des familles entières qui vont tout quitter pour les suivre et certains qui vont même vendre tous leurs biens et donner tout l'argent à Rock Terrio pour qu'il finance ses conférences. Ok. À ce moment-là, le mouvement hippie est très fort un peu partout dans le pays et donc les gens, ils aspirent à vivre en dehors du système, en marge de la société et donc ils suivaient plus facilement ce genre d'initiative même au prix de leur propre confort en fait. Et les disciples de Rock Terrio, ils ont... ils sont perçus à l'époque en fait comme des gens pacifiques et inoffensifs qui veulent juste vivre libres et... échapper au contrôle de la société, mais on se rend pas compte tout de suite. Enfin, on n'a pas l'impression que ces gens vont être néfastes, parce que voilà, le mouvement hippie. En fait, j'ai l'impression que c'est aussi à ce moment-là, pendant le mouvement hippie, justement dans les années 70, qu'il y a eu vachement de sectes. J'ai l'impression que toutes les sectes sont nées à ce moment-là. Peut-être, ouais. Donc petit à petit, de plus en plus de gens vont rejoindre le mouvement et donc le groupe grossit très vite, comme je disais. Et ils se mettent à voyager dans plusieurs villes différentes de façon très pauvre, car en fait, tout l'argent qu'ils possèdent, il passe dans les conférences, les locations de salles et dans les hôtels dans lesquels, en fait, ils dorment, donc hommes et femmes séparés, et ils se retrouvent juste le soir pour prier ensemble. Ok. Donc, a priori, voilà, c'est dans le respect, ça se passe bien, tout ça. Et le groupe, à un moment donné, commence à faire du porte-à-porte pour toujours s'agrandir et trouver des nouveaux adeptes, si on peut dire ça comme ça tout de suite. Et donc, les journaux, ils vont commencer à parler d'eux, notamment parce que, en fait, ils constatent que de plus en plus de très jeunes femmes se joignent au mouvement. Et au fur et à mesure, en fait, Rock Terrio, il va se retrouver avec une vingtaine de jeunes femmes, toujours collées à lui. Ou il les cible plutôt, peut-être. Dont Gabrielle. Des cibles. Bah, et genre, il cible les jeunes femmes, surtout parce que, genre, comme par hasard, il y a que des jeunes femmes qui veulent rejoindre, enfin... Oui, bah, en fait, de toute façon, il savait comment manipuler les gens et quel type de personne pouvait être manipulable. Par exemple, Gabrielle, c'est quand même le profil type d'une personne qui peut facilement être manipulable puisqu'elle est perdue, elle cherche un sens à sa vie, elle est pas attachée à sa famille. C'est vraiment, tu peux lui faire croire n'importe quoi. Si t'arrives en lui promettant, voilà. Donc je pense qu'il s'entoure surtout beaucoup de jeunes femmes comme ça, malheureusement.
Et voilà. Mais donc quand même, les médias ils s'intéressent un peu parce que un homme barbu, plus vieux, entouré de très jeunes femmes, dans un groupe de gens qui le suivent partout et qui portent la bonne parole à travers le pays, forcément ça ressemble un peu à un truc de plus en plus bizarre aux yeux des gens extérieurs, quoi. En plus, les choses vont devenir de plus en plus étranges parce que déjà Thériault, il va se marier avec une de ces jeunes femmes et il va encourager les membres de son groupe à se marier entre eux, justement pour vraiment couper avec les personnes qui sont pas du groupe. Et il va même carrément leur demander de couper les ponts avec leur famille parce que ça pourrait parasiter leur ascension spirituelle. Et ce que tout le monde va faire d'ailleurs. Tout le monde, en général, buvait ses paroles. Ouais. Et c'est au cours d'une expédition, le 11 juillet 1978, que Roch Thériault se trouve frappé par la vision d'une montagne. Cette vision le conduit donc avec ses disciples sur ce qu'ils vont appeler la montagne éternelle. Un site situé dans le petit canton de Hope, au Québec, sur lequel ils vont bâtir leur maison au milieu de la nature. Donc ils vont la construire eux-mêmes et tout, quoi. Ah ouais. C'est vraiment très c'est très loin. Donc il arrive à convaincre tout le monde en fait de vivre sans sous-vêtements, pour refuser les dictats de la société, en fait de revenir aux sources, de vraiment avoir juste un peu comme des guenilles sur eux. Et donc forcément visuellement ils étaient moins attractifs pour les gens des villes, voilà, de l'extérieur, et donc forcément leurs conférences sur l'anti-tabac, de moins en moins de gens venaient les voir parce qu'ils avaient l'impression que, enfin, ils se faisaient un peu percevoir comme des illuminés. Attends, t'as dit sans sous-vêtements, c'est ça? Donc sans sous-vêtements. En soi, ça se voit pas trop. Sans sous-vêtements entre parenthèses un peu quasiment nu. Ah, ok. Voilà. D'accord. Avec vraiment juste de quoi se couvrir un peu pendant l'hiver, mais sinon je crois que l'été ils étaient quasiment tous nus. Et donc à ce moment-là, Roch Thériault, il annonce sur Radio-Canada, une annonce très importante, que la fin du monde est prévue pour le mois de février 1979. Ah putain. Mais il dit à ses disciples que eux, ils ont rien à craindre car ils sont avec lui et que s'ils continuent dans ce mode de vie sain, en marge du système et qu'ils continuent de prier, tout ira bien, ils seront sauvés. Donc il lui demande vraiment de leur rester fidèles et de briser tout le lien avec la société. Et donc là, ils vont franchir un autre step parce qu'ils vont carrément brûler leurs papiers d'identité, leur permis de conduire, leur carte d'assurance sociale, etc. Et il va également tous les rebaptiser avec des noms bibliques. Et en fait, c'est là qu'il va lui-même se donner le nom de Moïse. Bah oui, tant qu'à faire. Voilà. Il aurait pu choisir Jésus, mais bon. Ouais, non, mais il Moïse, a voulu, tu vois, rester humble. Ouais, c'est clair. Et donc, à partir de maintenant, nous l'appellerons Moïse. Mais jusqu'à nouvel ordre. Ok. Donc Moïse, si vous avez suivi, c'est de Roch Thériault qu'on parle, leur demande aussi de vivre dans la plus grande pauvreté, donc ce que je vous disais tout à l'heure, et il les autorise qu'à manger une seule fois par jour. Le matin en général. Et il est forcé à travailler toute la journée, du coup, pour construire la maison, construire un peu les parties autour, etc., prendre soin de la maison et tout, et juste les tâches ménagères du quotidien, quoi. Il devait tout le temps travailler, sans beaucoup manger. Et donc, en fait, les gens là-dedans, ils étaient toujours dans un état de fatigue extrême et donc facilement manipulables. Et à ce moment-là, il y a plusieurs personnes quand même qui se sont dit c'est bizarre, et qui ont quitté le groupe. Mais il y en a quand même pas mal qui sont restés. Mais c'est à ce moment-là vraiment que certains sont partis, qui ont commencé. Tu sais à peu près combien il y avait de personnes? Eh ben non, justement, en fait, j'ai fait des recherches et c'est jamais les mêmes chiffres. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On parle genre 50 ou genre 2000 ou 150? Non, je pense qu'on parle plus de centaines plutôt que de 1000. Ok, d'accord. Voilà. C'est pas, c'était pas non plus, ouais, c'est plus, on parle plus de centaines. Ok. Au début, après, vous allez voir, tous un peu partir au compte-gouttes. Donc évidemment, le soi-disant jour J de la fin du monde, il va rien se passer du tout. Et Moïse, il va réussir à persuader ses adeptes qu'en fait c'est normal parce que du coup c'est dur pour un mortel de prévoir une date exacte, mais qu'ils doivent toujours le suivre car Dieu lui a bien dit que ça allait arriver très bientôt.
mais que lui, il n'était pas capable, en fait, il n'a pas su vraiment donner la date, mais que ça va arriver là, faut être prêt. Mais voilà, qu'il faut lui pardonner parce que il n'est qu'un humain. Ouais. Le pauvre. Le comportement de Moïse va à ce moment-là radicalement changer. Il va devenir violent et colérique et il va afficher clairement qu'il a des préférences pour certains membres du groupe. Donc un jour, pendant Sabbat, justement, qui est le dernier jour de la semaine et qui est destiné au repos, donc ils appelaient ça Sabbat, donc c'est pour ça que je pense que c'est le samedi, et pendant lequel en fait les disciples ils avaient le droit de manger un peu plus qu'ils voulaient que d'habitude, Moïse il va un peu péter un câble et il va se retourner vers Gabrielle et il va se mettre à la traiter de truie parce qu'il trouve qu'elle mange trop. Et malgré le fait qu'elle essaye de s'excuser, il va l'attraper par les 2 bras et il va la balancer au fond de la pièce. Et ensuite, il va se retourner vers les autres et il va tous les traiter de lâches, de rien faire pour aider Gabrielle, alors que clairement, ils ont tous peur de lui. Enfin bon, soit. Et puis, il va attraper plusieurs ingrédients, dont de la moutarde, du beurre de cacahuète, de la farine, de l'avoine. Et il va placer tout ça sur la table et il va demander à Gabrielle de tout mélanger et ensuite de tout manger, cru comme ça. Et en fait, après 3 bouchées, Gabrielle, elle est au bout de sa life, elle peut plus rien avaler. Et ça l'énerve et il lui déverse tout sur la tête et il s'en va. Et en fait, cet épisode-là, ça va vraiment marquer la première fois, les premières violences que Moïse fera subir quotidiennement à ses disciples. Okay. Et ça, c'est que dalle. Ça, c'est le monde des bisounours. Ok. Voilà. Donc, au fur et à mesure, Moïse va commencer à instaurer des règles au sein du groupe, comme par exemple que les femmes enceintes n'ont pas le droit de dormir avec leur mari, parce que il estime que la procréation a eu lieu et que ça sert à rien en fait qu'ils dorment ensemble. Ou encore, par exemple, que lui, comme c'est le maître et le prophète et qu'il a la parole de Dieu, il est le seul à avoir plusieurs femmes. Voilà. Il a complètement le droit d'avoir plusieurs femmes. Ça y est, on a posé ça là, ça y est, voilà. Ça, on va dire classic shit secte. Hein. Donc sa mission, pour lui, en fait, comme il l'explique, sa mission, c'est d'instruire aux femmes la sexualité. Bien sûr. Et du coup, pour ça, il met aussi comme règle qu'il doit dormir avec une femme différente tous les soirs. Bah oui. Pour que c'est logique. Elles puissent toutes, bénéficier de son enseignement sexuel. Bien sûr. Voilà. Il y a d'autres règles étranges et cruelles comme ça aussi. Par exemple, ils n'ont pas le droit de se servir de papier toilette, sauf lui. Ils doivent se servir de papier journaux. Moïse. Et ils doivent lui demander l'autorisation pour aller aux toilettes. Il va aussi commencer à organiser des fêtes récurrentes, vous vous en doutez bien, vous voyez le truc venir, durant lesquelles, en fait, au départ, on remplissait une baignoire d'eau chaude dans laquelle Moïse, il se baigne, il se détend, et pendant ce temps-là, les femmes, elles le cajolent, elles le complimentent, elles lui caressent les cheveux, elles lui font des piou-piou-piou. Mais un jour, pendant une de ces soirées, en fait, Moïse, au début, c'était un peu innocent, entre guillemets, même s'ils devaient tous être à poil, hein, bien sûr. À un moment donné, il va péter un câble, il va sortir de sa baignoire et il va commencer à masturber un des hommes. Il n'y en avait pas beaucoup des hommes, mais il y en avait quand même. Devant tout le monde, notamment les femmes, et il va leur imposer de faire pareil avec leur propre corps. Tous ensemble. Masturbons-nous tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Donc après, voilà, ces fêtes, en fait, elles ont commencé à être de plus en plus glauques. En fait, plus le temps passe, plus la secte, on va l'appeler la secte maintenant, se consacre à des activités perverses imposées par Moïse. Donc on est bien loin de la volonté d'épanouissement individuel du début. Et donc voilà, il est aussi... donc plus les mois passent, plus il est violent. Et il se met à les frapper et à les insulter à longueur de journée. Ça commence à devenir vraiment tous les jours. Un jour, il y a une femme qui accouche de son bébé. Et évidemment, elle accouche sans aucun suivi médical ou personne pour l'aider si besoin. Enfin, il y avait quand même Gabrielle qui était là. Comme elle était infirmière, elle supervisait un peu. Mais bon, ils n'avaient pas d'outils, en fait, ils n'avaient rien. Et donc, malheureusement, pour elle, en fait, elle se déchire entièrement pendant son accouchement. Ce qui peut arriver. Et donc, Gabrielle, elle voit ça. Et elle va dire à Moïse, il faut absolument qu'elle aille à l'hôpital parce qu'en fait, là, il faut qu'elle soit recousue. Mais en fait, Moïse, il va pas vouloir parce que lui, son truc, c'est de soigner les gens.
Oui. Et donc, il va lui mettre une crème qu'il a fait lui-même sur sa plaie. Non, merci. Et croyez-le ou non, sa plaie, en fait, elle va se refermer en seulement quelques jours et elle va survivre. Et en fait, ça va vraiment donner l'impression qu'il a des super pouvoirs encore plus qu'avant. Et les membres du groupe, du coup, ils vont plus avoir de doute sur sa capacité de soigneur. Il est allé à l'hôpital, il est allé acheter une crème, une vraie crème en fait, peut-être. L'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, bien Moïse, parce que du coup là, tout le monde est persuadé qu'il peut soigner les gens, quoi, que vraiment il a une capacité limite divine, quoi. Mais il y a pas besoin de recoudre quand même. Enfin, genre une crème, ça. Ok, bon. Écoute, peut-être que c'était une crème ultra cicatrisante ou que c'était pas déchiré tant que ça. Peut-être Gabrielle, elle a freak out parce qu'il y avait beaucoup de sang. J'en sais rien. Ok. Je sais pas, mais c'est ce que l'histoire raconte. Au bout d'un moment, il y a quand même des actes de violence qui vont être signalés à la police, en fait. Il y a quand même des gens au sein du groupe qui vont aller signaler des gens qui sont partis, en fait, qui vont aller voir la police en leur disant regardez un peu là-bas, il se trame des choses bizarres à la montagne éternelle. Et surtout, en fait, notamment parce que, il y a des enfants, en fait, qui vivent au sein de cette communauté, et je pense que les gens, ils voulaient aussi protéger les enfants. Donc c'est possible de s'évader facilement? Pour l'instant, oui. Mais en fait, facilement... Enfin, de partir, oui. C'est possible? Oui. Tout le monde peut partir quand il veut. Okay, les gens, ils restent que parce qu'ils sont complètement sous l'emprise. Ok. Tu peux te barrer à n'importe quel moment. Ok. Donc un jour, il y a une unité d'intervention qui débarque sans prévenir, accompagnée de certains membres de la famille, de certains disciples qui sont venus pour essayer de leur dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Et à ce moment-là, en fait, Moïse, il est arrêté et il est emmené en hôpital psychiatrique pour être étudié. Allez. Mais en fait, il va réussir rapidement à entourlouper les psychiatres. Oh. Et il est relâché, genre, direct. Et en fait, pendant ce temps-là, donc pendant le temps qu'il était à l'hôpital psychiatrique, il y a aucune fille de la communauté qui a voulu partir de la maison. Elles sont toutes restées, en fait. Et lui, il est revenu et ils ont tous repris leur quotidien complètement normalement. En fait, l'histoire aurait pu s'arrêter là, c'est ça qui est triste. Mais non. Voilà. Par contre, avec cet événement, les médias, ils commencent à s'emparer un peu de l'histoire et ils vont rebaptiser la communauté la secte de Moïse. Et ce titre va faire la une des journaux pendant plusieurs semaines et de nombreux journalistes vont même essayer d'entrer dans la propriété de la montagne éternelle, mais sans succès parce qu'ils sont toujours violemment chassés par les adeptes qui les attendent avec des machettes et des trucs, en mode c'est le Moyen-Âge là-bas. Ok. Voilà. C'est à ce moment-là, du coup, que Moïse, donc quand il va revenir de l'hôpital psychiatrique, il va commencer à consommer de l'alcool. Jusqu'à s'en rendre ivre quasiment tous les jours, ce qui va complètement le faire vriller. Et la situation dans la maison va nettement se dégrader, alors que c'était déjà vraiment pas ouf. Il va se mettre à battre toutes les femmes avec une ceinture jusqu'au sang tous les jours. Et plus le temps va passer, plus il va aller loin dans ses délires sadiques, prétextant vouloir en fait les soigner. En fait, il va leur infliger des choses pour les soigner et leur faire encore des choses encore pires. Ok. Par exemple, il va, en prétextant vouloir les soigner, il va leur infliger, ça tu vas adorer, Vanille. Non, je vais pas adorer. Il va leur infliger des saignées. Ah là, les fameuses saignées. Donc, saigner, c'est vraiment une vieille pratique moyenâgeuse qui consiste à faire couler le sang du corps pour soigner les gens. C'est ça, si je me trompe pas? Oui, c'est ça. Et donc voilà, il va leur faire plusieurs saignées, ce qui va les mettre aussi dans un état, parce que quand on perd beaucoup de sang comme ça, on est encore plus faible, manipulable, etc. Et il va aussi faire un truc incompréhensible. Il va donner la responsabilité de tous les bébés de la maison à un homme nommé Gaïvir, qui est handicapé mental. Et en fait, qui n'a pas la capacité de travailler sur la construction de la maison ou sur les autres tâches. Du coup, il sait pas quoi faire de ce mec. Et il va lui dire, toi, tu t'occupes des bébés. Sauf que Moïse étant lui-même violent avec les bébés qui sont trop bruyants, il ne dira évidemment rien en voyant Gaïvir les battre dès qu'ils pleurent un peu trop.
Et d'ailleurs, l'homme finira par en mettre un dans le coma. Le petit Samuel, 2 ans, qui pleurait trop pendant une de leurs fêtes. En fait, il va le battre jusqu'à ce qu'il se taise et qu'il finisse dans le coma. Et Moïse, en refusant d'emmener le petit à l'hôpital et en essayant de le soigner lui-même, finira par le tuer. Et le corps du petit Samuel va être enterré dans la forêt, à côté de leur maison. Moïse décide alors que Gaïvir, donc le gars, l'handicapé mental, doit être jugé. Il organise un vote au sein de la communauté, mais en fait les adeptes, ils considèrent que Gaïvir, il est pas mentalement apte à se faire juger, que tout est de la faute de Moïse, enfin ils lui disent mais sans lui dire. Et Moïse, il s'oppose à leurs paroles et il va convaincre Gaïvir de signer une décharge dans laquelle il l'autorise à pratiquer sur lui une castration. Il lui dit que ça pourrait faire partir ses migraines dont apparemment il se plaint tout le temps et que ça lui permettrait de devenir eunuque et d'après lui c'est un statut supérieur à celui que Gaïvir a aujourd'hui au sein de la communauté. Donc il accepte et l'opération a lieu. Évidemment c'est une opération sans aucune anesthésie. Mais une fois castré, en fait, Gaïvir, ça va devenir le souffre-douleur de Moïse. Il va le battre, il va l'humilier, il va lui demander aux autres de le blesser avec des lames de couteau jusqu'au sang. Et Moïse, en fait, il va, à chaque fois que les autres vont faire du mal à Gaïvir sous ses ordres, il va intervenir au dernier moment pour apparaître auprès de lui comme le sauveur. Bien sûr. Soigner ses blessures et faire en sorte qu'il reste dans la communauté. Qu'il reste son souffre-douleur, en fait. C'est horrible. Mais en fait, en 1980, Gaïvir, il va finir par s'enfuir et se rendre directement à la police pour les prévenir que Moïse a tué un enfant. Ah! Gabrielle, qui en tant qu'infirmière avait participé à la castration de Gaïvir, les parents de Samuel, Gaïvir lui-même et Moïse, aka Roch Thériault, seront donc arrêtés pour le meurtre de Samuel et jugés. Les parents de Samuel prendront 6 mois ferme, Gabrielle 9 mois et Roch Thériault 2 ans. Ah. Leur maison sera détruite et plusieurs disciples en profiteront pour partir. Après, ils n'étaient pas vraiment retenus, mais bon, ils se sont dit, voyez, c'est maintenant ou jamais. Pour échapper à l'enfer, comme ils le disaient. En fait, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était l'enfer à ce moment-là. Mais Gabrielle, malgré tout, elle va rester. Et avec d'autres personnes, elle va attendre la sortie. Parce qu'elle va sortir avant, en fait. Gabrielle. Gabrielle n'attend pas. Gabrielle, elle a attendu Gabrielle, que Moïse il sorte. Pas toi, pas maintenant. Donc, depuis la prison, en fait, il pouvait leur parler et il leur a promis d'arrêter l'alcool et que tout redeviendrait comme avant quand il sortira de prison. Donc, en plus, voilà, elles se sont vraiment dit, trop bien, on va l'attendre, new start. Quel avant? L'avant où il battait tout le monde à 100 ou l'avant de l'avant? Bah, l'avant où tout allait bien, avant qu'il commence à péter un câble, quoi. Avant, quand il était encore un peu méchant, mais pas trop, quoi. D'accord, ok, oui. Donc, en 1900... Ouais, grave. Donc, en 1984, Roch Thériault est libéré. Il redevient donc Moïse. Et à ce moment-là, la communauté ne compte plus que 12 membres. Ils sont plus que 12. Il s'installe alors dans un hameau de l'Ontario nommé Burns River. Et à nouveau, tout le monde doit travailler pour reconstruire une nouvelle maison. Ils finiront même par monter un petit commerce de pâtisserie. Mais comme Moïse ne voulait pas travailler, il leur fera croire qu'il souffre de maux de ventre et qu'il a donc besoin de recommencer à boire de l'alcool à hauteur d'1 pack de bière par jour pour aller mieux. C'est le remède. Et c'est évidemment logique. Enfin, moi, dès que j'ai mal au ventre, je bois une bière. Ouais, c'est direct. Du coup, bah, forcément, de nouveau ivre tous les soirs, il va retomber dans ses violences physiques. Il va décider d'organiser des combats entre femmes. Nus, évidemment, auxquels il se joint parfois. Mais s'il se joint au combat, elles n'ont pas le droit de le frapper, sous peine d'être privées de nourriture. Voilà. Ils ont évidemment toujours pas le droit d'aller chez le médecin parce que Moïse il s'occupe de soigner tout le monde à sa façon, de les fouetter puis de les soigner. C'est vrai. En vrai, c'est vrai. Et en fait, il commence à avoir une nouvelle technique pour les soigner. Il se met à leur uriner dessus. Pardon, je rigole, mais c'est de pire en pire. Donc, il se met à leur uriner dessus, nouvelle technique pour les soigner à chaque fois. Et c'est là où il va commencer sa nouvelle passion, les amputations.
Oh non. Non. Voilà. Donc, bon, déjà, Moïse, il se met à arracher des dents. Ah. À tout va. Et puis ensuite, il va commencer à leur couper des doigts. Ah, putain. Pour les punir. Et c'est vraiment son truc, en fait. Il les blesse vraiment de façon, enfin, de pire en pire, quoi. T'arraches un doigt. Et puis ensuite, en fait, il va essayer de les soigner. Mais par exemple, il va leur brûler les plaies avec une torche, ou il va mettre du sel sur leurs plaies. Toujours plus. Voilà. Il va aussi s'amuser à leur casser des côtes. Il va leur faire manger des souris mortes et des excréments. Ah. Tout ce que je vous raconte là, c'est raconté dans un livre d'une personne qui s'en est sortie. Je vous raconterai ça à la fin. Donc il y a beaucoup plus de détails et de choses horribles. Je vous raconte pas toutes les choses horribles qu'il a fait, juste quelques-unes parce que il y en a énormément en fait. C'était l'enfer. Et malgré ça, les gens restaient. Moïse aura en tout plus de 20 enfants avec 8 femmes. Rien que ça. Les enfants de Moïse sont privilégiés, entre gros guillemets, dans la communauté, même si, parce qu'en fait, ils échappent pas à la torture comme les autres. Hein. Mais en fait, je dis privilégiés parce que pour les autres enfants qui étaient pas issus de Moïse, ces enfants-là, ouais, ils étaient traités comme des animaux. Ok. De compagnie. Personne n'avait le droit de leur parler. Et ils étaient à peine nourris, donc ils étaient tout maigres, genre comme un petit chat dans un coin de la maison, quoi. Pour les enfants de Moïse, en fait, leur mère, elles n'avaient pas le droit de leur montrer d'affection, ni de leur donner une éducation à part celle de la religion, et une éducation sexuelle, bien sûr. Parce que malheureusement, ces enfants, ils ont tous été abusés, sous couvert d'éducation sexuelle, par Moïse, et traumatisés psychologiquement, comme par exemple, Moïse, il les emmenait en balade dans les bois, ces enfants. Il éventrait des animaux devant eux, et il leur demandait de se baigner dans le sang des animaux. Rien d'homme bien. Donc voilà, donc t'imagines bien le traumatisme des enfants. Et puis en fait, tout d'un coup, pour aucune raison, Gabriel, c'est devenu un peu son souffre-douleur à son tour. En fait, il a commencé à la frapper tous les jours plus fort que les autres, à demander aux autres de la frapper, d'être violent avec elle, de la pincer, lui tirer les cheveux, lui arracher les poils, etc. Pendant que lui, il lui donnait des coups de pied régulièrement dans l'estomac. Et malgré tout ça, en fait, elle va toujours rester auprès de lui. Pareil, il y a des choses, c'est très bien détaillé dans le livre, tout ce qu'il a fait endurer à Gabriel. Et en 1987, une femme va enfin s'enfuir pour tout raconter à la police. Donc il y a une descente de police qui a lieu et tous les enfants sont mis en sécurité, bien que traumatisés à vie. Et un choix va être donné aux mères, soit de rester avec leurs enfants mais de complètement couper avec Moïse et la secte, soit de rester avec eux, Moïse, et puis de plus voir leurs enfants, quoi. Eh bien, figurez-vous qu'elles ont toutes décidé, sans exception, de rester avec Moïse. Et par manque de preuves, à ce moment-là, Moïse ne fera face à aucune autre accusation. Donc, hormis le fait que les enfants vont être mis à l'écart dans des centres d'accueil, et voilà. Lui, il va continuer sa life. Mais comment ça, manque de preuves? Ça doit se voir, des traces de coups et tout ça? Franchement, je pense que la police, ils ont merdé à ce moment-là. Hein, mais déjà, ils ont merdé dès le moment où il s'est fait arrêter une première fois, et ensuite, ils ont plus jamais été voir clair. Dans la baraque alors qu'ils étaient encore là-bas. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas ce délire. Mais il y a vraiment plusieurs fois où la police vient et enfin bon. Bref. Donc 1 an plus tard, Gabrielle est toujours dans la secte et elle va participer une fois de plus à une opération qui va très mal tourner. Une opération. Préparez-vous, âme sensible, s'abstenir. Non. Donc il y a une des adeptes qui se sent pas très bien. Et donc Moïse, il décide qu'elle doit avoir un problème au foie. Une petite bière, c'est bien. Une petite bière, oui, c'est vrai ça. Il lui propose pas de bière, bizarrement. Il lui propose pas de bière. Il avait dû, sans doute, toutes les boire. Et il va lui proposer, en fait, de l'opérer lui-même, donc sans anesthésie, sur la table de la cuisine. Non, merci. Donc la pauvre femme, elle va finir sur la table du même endroit où ils faisaient leur pâtisserie, etc.
un tuyau entre les jambes dans lequel Moïse va demander aux adeptes de verser de l'eau et de cracher dedans. Attends. Déjà, elle avait mal de quoi? Parce que... Au foie. Ah oui, au foie, non, oui. En fait, elle avait mal au ventre et lui, il va lui dire ça doit être le foie. Ah, d'accord. Il va faire un diagnostic au piflard, quoi. Donc voilà, et il va décider. Je pense qu'il avait juste envie de faire une expérience. Oui, bah oui. Donc il lui met un tuyau dans l'entrejambe dans lequel il va faire passer de l'eau. Il demande aux adeptes de cracher dedans et je crois qu'il leur demande aussi de mettre d'autres choses. Et il va finir par lui ouvrir le ventre sans anesthésie. Donc la femme, elle va être sur la table de la cuisine, les boyaux à l'air, vivante. Et Gabrielle dira que elle était souriante à ce moment-là, comme si elle était en transe, en fait. Pas elle, hein, la femme sur la table, avec les boyaux ouverts. Et donc évidemment, malheureusement, en fait, elle va pas survivre à cette opération. Elle va finir par mourir et Moïse, il va donc contacter un ami médecin légiste mormon qui va venir et qui va donc l'aider à récolter une côte de cette femme que Moïse voulait garder. Et donc, il va garder une côte dans un bocal. Pour la déco. Oh. Et dans lequel, en fait, il va répandre sa semence régulièrement. Oh. Dans l'espoir qu'elle ressuscite. Mais ça va pas marcher, Moïse. Putain. Moïse, spoiler alert, ça va pas marcher. Oh, putain. Et apparemment, il dormait avec. Enfin, il dormait, il se mettait sa semence dedans, il dormait avec, et le matin, il avait quand même espoir qu'elle ressuscite, ou il faisait croire aux gens que lui, il croyait ça, je ne sais pas. En tout cas, les faits sont là. Mais il avait gardé le corps de la meuf, ou il pensait qu'elle allait ressusciter dans le bocal? Ah non, il pensait qu'elle allait ressusciter dans le bocal. D'accord. Je l'ai pas mis dans le dossier, c'est dommage, mais en fait, on peut trouver quelque part la photo de la côte. Ah, du bocal? Non, de la côte. Non, en fait, moi, j'ai juste vu la côte comme s'il en avait fait un collier, c'est trop bizarre. Enfin, mais j'aurais dû mettre la photo, je la mettrai, je te renverrai peut-être si je la retrouve. De rien. Donc, on se demande comment, en fait, Gabrielle, elle a fait pour supporter ça pendant toutes ces années. Mais un jour, c'est le coup de trop, en fait. Il va vraiment s'acharner contre elle. Et ça va être l'issue de l'histoire. En fait, comme il lui avait déjà arraché un doigt, un jour, un mardi en 8, il lui avait arraché un doigt et il voulait. En fait, il est venu vers elle pour lui demander de vérifier comment allait son doigt, vérifier sa plaie, d'un petit checking du médecin, quoi. Et donc, il va mettre sa main, la main de Gabrielle, sur la table. Il va attraper un couteau. Et il va, sans raison, lui enfoncer le couteau dans la main tellement fort que ça va transpercer la table. Ensuite, il va attraper un autre couteau à lame recourbée, d'après mes sources. Et en fait, pendant 1 heure, il va essayer de retirer la chair du haut du bras de Gabrielle. Et Gabrielle, pendant tout ce temps, elle va pas se débattre. Elle va dire qu'elle est dans une sorte de transe. Et en fait, pendant qu'il était en train de s'acharner à retirer toute la chair du haut de son bras, donc toute la partie de l'épaule là, avec un couteau, elle va avoir une apparition de Dieu, mais comme elle le dit, du vrai Dieu, qui va lui révéler que Moïse est un imposteur. Ah, enfin. Elle a attendu Dieu, hein, mais bon, oui. Il a vraiment attendu la dernière minute, mais malgré tout, elle est quand même, elle est en pleine transe. Okay. Et donc une fois toute la chair du haut du bras retirée, Moïse, à l'aide d'autres adeptes, en fait, il va la frapper violemment à l'os avec un gros truc là en fer là, et un gros marteau, et il va procéder à une amputation complète de son bras. D'accord. Et 19 jours plus tard, le 14 août 1989, Gabrielle Lavallée va s'enfuir de la communauté pour rejoindre... Elle a attendu 19 jours, enfin bref. Pour rejoindre l'hôpital le plus proche. Elle y sera vue par des médecins qui lui expliquent que vu son état, en fait, c'est une miraculée. Et ils vont évidemment lui demander comment ça s'est passé. Et au début, elle va mentir jusqu'au moment où, en fait...
elle va dire toute la vérité parce que, bah voilà, elle a eu l'apparition du vrai Dieu et au fond d'elle, c'est plus possible, même si ça a été un peu le flou dans sa tête, là voilà, elle va tout dire. Et évidemment, les médecins vont tout de suite appeler la police. Le 6 octobre 1989, Roque Thériault est enfin arrêté. La plupart des adeptes vont évidemment fuir, mais 3 femmes vont rester auprès de lui malgré tout. Enfin, elles vont rester. Lui, il va être en prison, mais elles vont quand même continuer à lui écrire des lettres et lui être fidèles, etc. Et toutes les autres vont témoigner contre lui. Et lors du procès, en fait, Thériault est reconnu coupable de l'agression ayant coûté le bras à Gabrielle Lavallée, et il est donc condamné à 12 ans de prison. Et 4 ans plus tard, en 1993, il est condamné à la prison à vie pour le meurtre avec préméditation de Solange, qui était la femme sur la table de la cuisine. J'avais pas précisé son nom, mais elle s'appelait Solange. Ainsi que pour 84 autres chefs d'accusation concernant des agressions et des tortures sur ses adeptes. En 2009, Roque Thériault entre en contact, qui est en prison, hein, il est en prison le gars, entre en contact avec un site de vente aux enchères spécialisé dans la vente d'objets, d'œuvres et de vêtements ayant appartenu à des tueurs en série. Je ne savais pas que ce genre de site existait. Et en plus, apparemment, il avait Internet dans sa cellule. Bah oui, pourquoi pas. Voilà, donc en gros, tout ce qui peut être collectionné, qui a un rapport avec des tueurs en série, c'était sur ce site que tu pouvais le trouver. Et donc, il voulait se faire un peu d'argent. Mais le ministère de l'Intérieur canadien va entendre parler et il va intervenir auprès des autorités. Et voilà, et donc la prison va l'empêcher de faire ça. C'était pas très important de préciser ça. Vendre de ses affaires à lui dessus. En fait, il avait prévu de... En fait, pendant qu'il était en prison, il écrivait des poèmes, il faisait des peintures et tout. Mais parce que il avait connaissance de l'existence de ce site. En fait, il voulait vraiment se faire de la thune parce que il s'est dit moi aussi j'ai tué plein de gens, je suis légitime. Ouais, il s'est dit c'est le Etsy des serial killers et tout. Vas-y, let's go. Exactement. C'est tout ça. Ok. Pourquoi pas moi. Voilà, donc heureusement, il a pas pu le faire et je trouvais ça marrant de préciser ça parce que déjà, pourquoi cette personne a Internet dans sa cellule et what the fuck ce site? Après, vu qu'il a des pouvoirs, peut-être qu'il capte le Wi-Fi aussi. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est possible. Évidemment. On peut pas écarter cette éventualité. Bah oui. Pardon, j'avais oublié. Mais comme il s'appelle plus Moïse maintenant, tu vois, voilà. Ouais. Et donc c'est le 26 février 2011 que Matthew McDonald, un de ses co-détenus qui a également été condamné à la prison à vie, va le poignarder dans sa cellule. Yay! Bien, ouais. Quant à Gabrielle Lavallée, elle va expliquer qu'elle a reçu la nouvelle de la mort de Roque Thériault comme une libération. Et elle disait, je cite, entre guillemets, elle a dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait passé 13 ans de sa vie en fait dans un camp de concentration. Et donc en fait, c'est elle qui a écrit un livre dans lequel elle raconte tout, qui s'appelle L'Alliance de la brebis. Okay. Et franchement, elle raconte tout ce qu'il lui a fait. Tout ce qu'il faisait, enfin voilà, elle dit tout dans ce livre. Procurez-vous ce livre si vous voulez vraiment tout connaître. Et finalement, en fait, elle va réussir à renouer le contact avec une de ses filles qui avait été adoptée après le passage de la police. Donc ça a fini quand même pas trop mal pour elle, mais elle a été reçue dans pas mal d'émissions télé, etc. pour expliquer en fait à quel point elle avait été sous emprise et en fait, pour parler de ça, il y a quelques interviews qui traînent sur Internet, vous pouvez aller voir. Et il y a aussi un film qui est dispo sur YouTube en 2 parties qui s'appelle Moïse, l'affaire Roque Thériault. Okay. Et en fait, c'est un film québécois, comme un téléfilm, quoi, où ils refont tout. Mais moi, il me semble que j'ai vu un truc sur Netflix un jour là-dessus, ça devait être un documentaire. Après, là, j'ai pas réussi à le retrouver. J'ai fait une recherche vite fait. Ouais. Et il me semble que j'avais vu un documentaire sur Netflix, ou peut-être une vidéo YouTube qui était super bien fait et tout. Et ça m'avait... Je crois, en fait, c'est la seule histoire de secte que je connais. Et j'étais choquée quand je l'ai... Ouais, donc du coup, je la connaissais. Tu la connaissais. Mais je me souvenais plus des détails. Je me souvenais juste que c'était hardcore, que j'étais choquée. Mais ça fait longtemps que je l'avais vu. Hein. Ça fait peut-être 6-7 ans. Moi, j'avais regardé le documentaire sur Raël il y a pas longtemps. J'avais adoré. J'ai trouvé ça fascinant. En fait, ça me fascine les gens qui se laissent à ce point-là
endoctriné en fait même dans les pires situations, les pires tortures psychologiques et physiques. Tu restes parce que je ne sais. C'est très spécial. J'ai du mal à comprendre, mais en même temps je comprends et en même temps je comprends pas. Parce que moi, si on me coupe un doigt, je me casse. Là, au bout d'un moment, voilà quoi. Ouais. Là, c'est la limite. C'est ma limite, c'est tu me coupes un doigt. À la limite, c'est juste ça, d'accord. Bon. Oui, bon. Non, mais mais même tous les trucs avec les enfants. Enfin, bref. Ouais. Donc voilà. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de parler de secte et parce que en fait, c'est aussi creepy qu'une affaire de meurtre en fait, parce que ce mec a carrément tué des gens. C'est la même chose, hein, mais il y a un thème, on va dire. C'est ça. Voilà, mais en fait, voilà, il y a plein de détails que j'ai pas donnés, sinon on en a pour très longtemps, c'est hyper long. Donc franchement, n'hésitez pas à vous renseigner si cette histoire vous intéresse. Ouais, je vais aussi essayer de trouver le documentaire que j'avais vu parce qu'il était bien fait. Et d'ailleurs, quand tu me parlais de la secte et tout, ça m'a rappelé un film, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je sais plus dans quel épisode sur C'est Creepy. C'est un film avec Emma Watson qui s'appelle Colonia, je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, avec Emma Watson? Putain, non. Ouais, avec Emma Watson, moi je l'ai trouvé trop bien. Colonia, attends, je note. Colonia, et en fait, elle est dans une secte. Et ça me dit quelque chose. Et voilà, donc elle est dans une secte, c'est avec Emma Watson et Daniel Brühl. Ok. Et franchement, c'est un bon film. Donc, je vais noter. J'adore Emma Watson. Un bon film de secte. Ouais. Alors moi, je suis pas fan d'Emma Watson en tant qu'actrice, mais là, dans ce film, ça allait. Tu vois, je me suis dit, bon, voilà. Colonia, ouais. Et c'était bien. Donc, je vous le conseille, allez le voir. C'est une meuf dans une secte et ça montre vraiment tous les trucs que t'as décrits. Bon, peut-être pas ce même genre d'attaque et tout, mais ça montre comment elle va essayer de s'échapper de cette secte et c'était vraiment trop bien. Donc, je vous le conseille. Et d'ailleurs, tout ce dont on a parlé, genre les références aux livres et tout, je vous les mettrai dans la description. Si vous voulez vous renseigner, waouh, c'était beaucoup. Ouais. On va aller se purifier après. Enfin, je sais pas si c'est le mot à utiliser parce que bon, c'est dans le thème, C'est clairement dans le thème. Mais ouais, on va. Bah après, c'est toi qui va nous raconter ton histoire. Donc du coup, on va passer à un autre. Oui, on va peut-être un peu plus rigoler entre guillemets. Ouais, oui, c'est plus léger. D'accord. Ok, bah c'est dit, non, c'était ouf. Et du coup, voilà. Du coup, le gars qui l'a tué dans sa cellule, il a dit quoi? Le gars l'a énervé. C'était parce qu'il a entendu ce qu'il a fait. Ouais, c'était pour ça. C'est parce que apparemment, il a tout de suite été voir un des gardiens pour dire qu'il l'avait tué et qu'il aurait dit des choses du genre que voilà, maintenant, je l'ai crevé cette enflure, des trucs comme ça, tu vois. Enfin. Ok. Voilà, je pense que si ça se trouve, le Rock Terrio là, il est clairement, tellement imbu de lui-même qu'il a raconté tout ce qu'il a fait et peut-être l'autre, je sais pas pourquoi il est condamné à vie, mais c'était peut-être moins grave et peut-être qu'il a pas su, il s'est dit mais ce gars il faut qu'il meure quoi, ou alors ils ont parlé de religion et ça lui a pas plu, tu vois, je sais pas. Peut-être, ok, d'accord. Et ouais. Waouh. Ouais. En tout cas, c'est horrible. Franchement, ça me fait trop de peine. Moi, ça me fait trop de peine pour les enfants. Alors, ça me fait trop de peine aussi pour les femmes jeunes et influençables qui se font avoir par ce genre de connards et qui finissent avec 15 gosses endoctrinés dans des trucs. C'est horrible, mais les gosses, putain. Moi, les histoires d'enfants là, les pauvres, putain. T'imagines les enfants traumatisés? Ils sont arrachés à leur mère, ils ont vu des choses horribles, ils se sont fait abuser sexuellement, ils ont été pris par la police, ils se retrouvent à l'ADAS, adoptés. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ce serait intéressant de savoir s'il y a des témoignages d'enfants qui viennent de là et qui pourraient raconter comment ils s'en sont sortis. En vrai, je trouverais ça hyper intéressant, quoi. Je pense qu'il doit y en avoir, faudrait peut-être faire des recherches. Je regarderai. Ouais. Moi aussi. Mais ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Et je me demande aussi, je sais que lui, il a eu une enfance de merde, nanana, mais je me demande déjà, en fait, quel modèle il a pris, parce qu'on dirait que les sectes, c'est toujours la même chose. Au début, c'est tranquillou, nanana. Et puis ensuite, ils révèlent leur nature, tu vois, ils se mettent à frapper, puis ils font des trucs ultra spécifiques, genre,
les trucs sexuels bizarres là. Ensuite, il est dans l'amputation, frapper les gens. Enfin, je sais pas, l'humiliation aussi en groupe et tout. Enfin, je trouve ça c'est un peu bizarre. Et je me dis, est-ce que il suit un exemple, genre en mode où il sait comment faire, genre au début attirer tout le monde, faire genre, et il sait à quel moment il va commencer, genre quand ils sont les plus faibles, il sait que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il passe à l'action, tu vois. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi, parce que c'est assez précis quand même, à chaque fois ils ont toujours ce mode d'emploi, ils savent quoi faire, ils savent quand c'est le bon moment, ils savent comment s'en sortir avec la police. Ils savent qui, et ça, ouais, non mais c'est clair. Je sais pas. Il y a pas eu un documentaire sur la psychologie des gourous de secte? Si, je crois, il y a un truc qui s'appelle Comment devenir un gourou. Voilà. Toutes les réponses à tes questions, Vanny, sont... Peut-être, ouais, je vais regarder. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a toujours un moment où on dit c'était des grands manipulateurs, des gens avec beaucoup de charisme, des orateurs, etc. Mais même si t'as toutes ces qualités, faire en sorte que des gens te suivent à ce point, c'est comme Raël. Ouais. J'ai pas vu encore le docu, je l'ai commencé, j'ai regardé 2 minutes, mais ensuite j'ai été distraite. Ok. Franchement, lui, c'était beaucoup plus de gens, et puis ça a duré beaucoup plus longtemps. Tu comprends pas en fait ce qu'il lui trouvait, mais ils sont tellement convaincus. En fait, c'est ça, c'est qu'il arrive à les convaincre avec la religion. En plus, il dit qu'il va les sauver. Et je pense que, tu vois, au début, il est gentil et je sais pas si moi je me serais fait avoir, j'en sais rien. Après, ça dépend, faut que tu sois désespéré, faut que tu sois dans un état mental dégradé. Parce que je pense pas que tout de suite ce soit quelque chose de bizarre. Tu vois, au début, c'est vraiment on est pauvre et on va juste c'est l'espoir. Répandre la bonne parole gratuitement pour les gens, pour aider les gens à vivre dans un mode de vie sain. Puis tout le mouvement hippie n'aide pas, tu vois, il y a ce délire d'être en dehors de la société. Ouais, ça peut rendre un peu fou parce qu'après donc du coup ta vie leur vie c'était lui, ils ont tout coupé, ils ont plus de nom, ils ont plus de carte d'identité, ils ont plus de famille, donc maintenant t'es dans la merde quoi, c'est comment te sortir de là quoi. Ouais, c'est dur. Ça marche aussi, c'est parce que c'était des gens désespérés et des gens jeunes surtout aussi. Ouais. Parce que je pense que à cet âge-là, ils sont plus naïfs et il y a tout qui joue, quoi. Il y a plein de facteurs qui jouent. Mais je pense que le facteur commun, c'est qu'ils sont tous, ils cherchent, ils sont tous paumés et ils se font avoir et tout. Mais c'est vrai que puis je pense aussi des réponses. Ouais, je pense aussi qu'il y a l'effet collectif qui va venir aussi rajouter une couche après, parce que quand tu vois que les autres ont pas de réaction. Enfin, tu sais, il y a toute une psychologie autour du groupe aussi, tu sais. Ouais. Même nous, quand on est dehors et que, je sais pas, j'ai vu un truc l'autre jour, c'est quelqu'un qui faisait tomber des oignons à Lille, en plein milieu devant la gare, sur le passage piéton. Et personne réagit, mais il y a une fille qui va commencer à ramasser un oignon, et là tout le monde s'y met aussi, tu vois. Oui, c'est le principe du mouton. Je pense que c'est pour ça qu'elle a appelé que Gabrielle elle a appelé son livre l'Alliance de la brebis. Ouais. C'est pas pour rien, je pense, mais oui, non, mais c'est ça, il y a le délire de groupe aussi, et puis entre groupes, tu te parles et tu te dis non mais il faut, je pense que eux-mêmes ils s'endoctrinaient eux-mêmes, ils se persuadaient eux-mêmes du truc. Oui, c'est ça, c'est au sein du groupe. Peut-être que tout seul ils auraient eu des réactions différentes, peut-être que ça aurait pas été aussi loin, mais le fait d'être en groupe, ça les a perdus encore plus voilà quoi. Non, mais il faut une force mentale de fou pour se détacher d'un groupe auquel t'es attaché aussi fort et à qui t'as tout donné et te rendre compte que ça va pas. Là, franchement. Par contre, je me demande, c'était quoi les discussions dans les chambres le soir, tu vois, s'ils étaient, s'ils se taisaient, s'ils en parlaient, si des fois ils faisaient des plans pour essayer de s'en sortir, ou sinon tu vois, des fois, dans Colonia, il y a des trucs comme ça, tu vois, où ils commencent à se dire qu'il y a un truc chelou et ils commencent à se parler ensemble pour je crois que c'est ça. Il devait y en avoir parce qu'il y a des gens qui sont partis d'eux-mêmes. Oui, c'est vrai. À mon avis, je pense qu'ils sont partis à plusieurs. Il devait être au moins 2 ou 3 à chaque fois. Ok. Mais je sais pas. Alors, j'ai pas cherché. J'ai pas eu le temps de chercher s'il y avait des témoignages, à part celui de Gabriel, d'autres personnes, mais j'aimerais bien savoir. En fait, j'aimerais bien en savoir plus sur l'après, sur ce qui s'est passé pour les gens qui s'en sont sortis et ouais. Ok. Voilà.
Mais en fait, c'est ça qui, avec les sectes, c'est ça qui est ouf, c'est que je trouve il y a tellement de questions, c'est tellement ouf que c'est ça que je trouve hyper intéressant. Malheureusement. C'est dingue. Putain. Voilà. Ok, bon, et ben merci pour cette histoire hardcore, Tatiana. Avec grand plaisir. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que je me rappelle que j'étais choquée quand j'avais écouté ce truc. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf. Ouais, un truc de ouf. Jusqu'où il a été et jusqu'où les gens sont restés. Mais c'est clair. Enfin, ça me fait penser parce que tu sais, quand Gabrielle elle parle de camp de concentration, bah ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aux nazis qui faisaient des expériences médicales. Sur les juifs, notamment les femmes et tout, qui leur mettaient 300 aussi, ouais. Et les enfants. Quoi T'as dit quoi il y a une femme qui s'est fait mettre il y a pas une femme qui avait 3 seins? Écoute, moi j'ai non mais t'aventures pas là-dedans, c'est horrible. J'en ai pas entendu parler, mais je me souviens que oui, au collège, on n'arrêtait pas de nous raconter des histoires comme ça, et genre je ressortais, j'étais toute blanche. C'est horrible. Comment les gens peuvent faire ça? En fait, c'est ça. Moi, mon cerveau, il va pas jusque là. C'est comme, tu sais, quand t'arrives pas à t'imaginer l'infini. Bah, moi, c'est pareil. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse voir des choses pareilles et pas réagir, ou même faire des choses pareilles, à ouvrir enfin, bref. Ouais. Bref. Après, je peux comprendre l'emprise et tout, mais c'est vrai que oui, c'est super intéressant les sectes à cause de ça. Bah ouais, c'est ça. Mais lui-même. Enfin, je veux dire, pourquoi il a été jusque là? Ouais, alors, ça. Il avait besoin d'évacuer de la violence et tout, mais en fait, ouais, non, mais c'est. Mais je pense qu'il y avait un guide entre guillemets du gourou à ce moment-là. C'est pas possible de se lancer tous dans des sectes. Bah oui, c'est pas possible de se lancer tous dans des sectes parce qu'il aurait pu, je sais pas, il aurait pu devenir un serial killer comme un autre. Enfin, pourquoi tout de suite faire un truc de groupe? Bah, en plus, surtout que souvent les sectes, les gourous, ils gagnent de l'argent. C'est pour devenir riches aussi sur le dos de leurs adeptes. Et là, c'était pas le cas en fait. Là, ils voulaient juste les maltraiter, les torturer. Il y avait pas ce délire d'argent du tout. Après, peut-être que lui, il était riche et il se mettait bien, il mangeait bien tous les jours. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il se cachait. Peut-être. Ah, peut-être. D'ailleurs, il vivait avec eux. Ouais. Ok. Ils vivaient tous dans la maison. Ok. Non, tu verras dans les photos que je t'ai envoyées, il y a des photos où tu les vois avec tous ensemble. Oui, c'est vrai. Il y a les photos. Attends, je les regarde vite fait. Jesus. Et ben, c'est trop l'ambiance coloniale, je te jure. Non, mais ça me donne trop envie de regarder. Et il y a une photo de Gabrielle Lavallée aussi, avant et après, quand t'as été jeune et quand t'as été plus vieille. Ouais. Là, quand elle a les cheveux courts, c'est quand elle témoigne dans une émission de télé. Ok. Tu vas rester plus tard. Mais tu vois vraiment la photo, t'as vu où il est assis par terre là, et il y a une grosse casserole avec une femme à droite. C'est vraiment, on se croirait chez les Mormons aussi, quoi. Putain. Et lui, il est dégueulasse, il me dégoûte. Ah, la photo où elles sont tous en train de l'embrasser là, franchement. Ouais, ouais. Bon. Et puis les photos avec le bébé là. Ah ouais, non, mais quelle horreur. Alors ça, c'était ses enfants. Oh là là, les pauvres. Ah, c'était ses enfants. Oh. Ouais, mais ils étaient pas non plus traités. Bah ça se voit, vu la gueule qui tire. Les pauvres. Ouais, elle est toute petite la photo, mais bref. Ok. Mais lui, son portrait là, avec, tu sais, en gris là. Ouais. C'est horrible. Ça se voit que c'est un psychopathe, en fait. Il me dégoûte. Ouais, moi aussi, il me dégoûte. Bref. Voilà. C'est tout pour moi. Ok, bah merci beaucoup, Tatiana, pour cette histoire horrible. Où est-ce que on peut te retrouver sur les internets? Du coup, on peut te retrouver avec la Société de Minuit. Avec la Société de Minuit, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de podcast, comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Je mets aussi quelques extraits des épisodes sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram aussi. Je mets pas mal de choses. En fait, je suis vachement sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et depuis peu, j'ai aussi ouvert un Patreon pour que vous puissiez soutenir le podcast si vous en avez envie, si vous aimez le podcast, pour éviter qu'il meurt, entre guillemets. Voilà, parce que évidemment, c'est bien beau de faire des podcasts, mais on gagne pas forcément d'argent avec. Et donc, pour que les créateurs de podcasts puissent continuer à faire les podcasts que vous aimez, il faut les soutenir. Et vraiment, c'est à hauteur de ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà, mais c'est juste que le podcast n'est pas sponsorisé et il est disponible gratuitement pour tout le monde. Et donc, pour que je puisse sortir
plein de nouveaux épisodes. Et si vous pouvez me soutenir un petit peu, ce serait super. Allez soutenir Tatiana, soutenez-nous. Pitié. Soutenez-nous. Et je vous ferai des t-shirts aussi, si vous voulez. Ouais, on va vous faire des t-shirts aussi, du des merch. stickers, tout ce que vous voulez. Et si jamais vous connaissez ou vous travaillez quelque part, vous avez une entreprise qui voudrait nous sponsoriser, comme ça on parle de votre business, de votre entreprise, etc. N'hésitez pas à nous contacter. On est gentils. On est gentils, on a plein d'écoutes. On a plein d'écoutes. Donc, si ça vous intéresse, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par ça, n'hésitez pas à leur dire, parce que ça pourrait nous permettre de sortir peut-être un épisode par jour. Donc, c'est quand même waouh. Waouh, c'est pas rien, quoi. Oui, tout est possible. Donc, tout. En fait, il faut juste avoir les moyens, parce que comme on est auto-entrepreneuse, et le temps, c'est de l'argent. Exactement. Cliché fois 1000. Bon. Cliché mais réalité. Cliché mais réalité. Donc voilà. Et voilà, allez écouter La Société de Minuit, c'est vraiment un podcast trop stylé. D'ailleurs, t'as fait 2. Alors le dernier, je suis toujours en train de l'écouter, mais les 2 avant, mon Dieu, ils étaient horribles. Enfin, quand je dis horribles, ils étaient super. Mais qu'est-ce qui faisait peur, les histoires? Ah, les épisodes ne font pas tous peur. Non, mais ces 2-là, en fait. J'y crois à ce qui leur est arrivé et c'est horrible, ça fait trop flipper. Moi, si ça m'est arrivé à moi. Bref, je vous laisse aller les écouter. Peut-être qu'un jour Vanny viendra me raconter son histoire dans La Société de Minuit. Non, mais j'ai des histoires, mais j'ai pas des histoires de fous comme ça, tu vois, où ça fait. Bref, je pourrais pas remplir un épisode et je n'espère pas un jour pouvoir remplir un épisode. Mais écoutez, si jamais on a des sponsors, etc. Ou des gens qui nous soutiennent sur Patreon, au point qu'on peut en vivre, on pourra faire du contenu dans des lieux hantés. J'aimerais beaucoup avec Tatiana aller par exemple au château de Fougeray. Oui, c'est un plan comme un autre. Mais en vrai, oui, on a plein de super projets en fait et on est un peu bloqué par le fait qu'on a besoin de travailler à côté pour gagner de l'argent et du coup pas beaucoup de temps et de sous à consacrer au podcast et c'est dommage parce que vraiment on a une grosse communauté, on a plein d'écoutes et c'est un peu triste de pas pouvoir en vivre parce qu'on a tellement de beaux projets qui peut-être ne verront jamais le jour. Oui. Vous allez pas nous voir nous pisser dessus au château. C'est trop dommage. Donc, faire une nuit blanche, être fatigué, avoir peur. C'est vraiment ne pas aller aux toilettes. Partir en courant, pleurer dans le train du retour. Voilà, ça, c'est des choses que je suis sûre que vous avez envie de voir et qu'il faut réaliser. Allez. Donc, tous les liens seront dans la description. Abonnez-vous au podcast. Notez-le. Notez C'est Creepy. Notez La Société du Minuit. Mettez des étoiles. Mettez des avis. Les haters, je vous déteste. On vous déteste, en fait. Donc, prenez, si vous voulez, prenez le temps d'écrire, mais franchement. Vous pouvez continuer à hater, mais faites autre chose de votre vie, peut-être. Ouais, faites quelque chose. Je sais pas, rejoignez une secte, j'en sais rien. Bref. Oui. La secte des haters. La secte des haters. Laissez-nous tranquilles. Voilà, laissez-nous tranquilles. Voilà, donc j'espère que le message est tombé dans les bonnes oreilles. Et sur ce, écoutez, on vous dit à tout de suite. Oui. Pour une nouvelle histoire. Quand je vous dis à tout de suite, ça veut dire allez voir la partie 2 parce que je vais raconter mon histoire. Donc, c'est la fin de cet épisode. Et t'es prête, Tatiana? Oui. Sur ce, on vous dit à tout de suite pour une nouvelle histoire bien creepy.